Moi, j'ai l'impression que Bruno va s'installer Claude 3. Après, il va partir en République dominicaine sur un transat et piloter son intelligence artificielle pour faire tous ces podcasts comme ça à Là, distance, tu sais, là, tu entre, parles de ton entre, rêve personnel. entre deux Ouais. cocktails. Mais François, j'aurais pas ma 4K. Je peux pas faire ça. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom, cybersécurité, spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée. Et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. Alors FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux, sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B, comme ils l'ont fait dans le grand public. Leur credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, direction le site web freepro.com. Et bonjour mes chers amis, merci d'être là avec nous. François Sorel, Bruno Guglielminetti, vous êtes bien là? Bonjour, ouais. Bonjour, bonjour. Salut Jérôme, salut Bruno. Salut C'est un François. bonjour timide, hein? François Bah, tu sais, Sorel. on est très timide avec Bruno, en fait. C'est Ouais, pour vous ça. êtes très réservé, c'est sûr. Ben oui, je Je vous vois présente pour ceux qui débarqueraient et qui découvriraient ce podcast pour la première fois. Donc François Sorel, BFM Business, Tech & Co, animateur du grand show mondial tous les soirs sur BFM Business, à la radio, à la télé. Et Bruno Guglielminetti de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal. Bruno, du podcast Mon Carnet et grand chroniqueur de la tech devant l'éternel. Ça va, Bruno? Oui, grand non, petit oui. Voilà. Et si vous nous regardez, parce que ce podcast est disponible en audio, mais aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique, eh bien vous voyez nos trois univers. Et le plus fourni, c'est le tien, Bruno. Hein. Ah oui, toi, c'est vraiment... Ça ressemble un peu à ce que j'ai dans ma tête. Ouais. C'est magnifique, le décor. Ben merci. C'est des années, c'est 30 ans de Ouais, alors il y a un technologie. micro, il y a des personnes. Qui sont les deux personnages derrière? là, C'est en drôle, photo c'est la première fois qu'on pose la question. On Alors, dirait juste Neil au-dessus Young de moi... et Steve Jobs, non? Non, ça c'est Joël Rien à Lebigot, voir. c'est l'animateur de la matinale pendant des années à Radio-Canada avec qui j'ai eu la chance de travailler. Puis à D'accord. côté, c'est Jacques Houd qui lui animait l'émission du week-end à Radio-Canada, toujours à la radio. Et c'est une des rares photos où on les a les deux. Ah, Et quand je suis parti de Radio-Canada, ben je leur ai dit, je la prends. Et je suis parti avec. super. Et oui, puisqu'on C'est un beau rappelle souvenir. que, Bruno, que tu es un grand monsieur de radio également, hein, passé très longuement, très longtemps à Radio-Canada. On s'est connus quand j'étais moi-même à Radio France et à Ben oui. France Info. Bon, on n'est pas Vous là êtes pour... mignons tous les deux à vous rappeler la vie, le passé, comme ça, c'est tellement beau. Non, on n'est Ouais. pas là pour parler des souvenirs, on est là pour parler de ce qui s'est passé durant le mois écoulé en matière de tech. Et alors, je vais commencer par une question simple. Qu'est-ce que retenez-vous l'un et l'autre de ce mois de mars 2024? Il y a un truc, deux trucs. Enfin, j'ai une petite idée. Hein. En plus, je vous ai envoyé mes petites idées. Mais c'est open. Est-ce qu'il y a un fait majeur qui vous a marqué? Bruno? Ben moi, c'est probablement Claude 3. Et Ouais. pas tout simplement parce que c'est la nouvelle version d'Anthropic, mais c'est parce que ça m'a permis de délaisser ChatGPT 4. Et maintenant, je travaille principalement avec Claude 3. Je pensais pas que ça arriverait à un D'accord. moment donné. Tu as changé de Mais connerie alors? Ouais, j'ai changé d'église et j'avoue que le rendu est vraiment intéressant. Particulièrement, je vous donne juste un exemple, là, au niveau de la correction orthographique. Quand on met un texte dans le chat GPT pour lui demander de faire de la correction, il nous donne le texte corrigé, ça s'arrête là. Claude 3, et ça, j'ai l'impression de retrouver mon professeur de français quand j'étais tout petit. Il me donne mon texte, mais il m'explique les changements qu'il a fait. Et pourquoi, et les accords, c'est simplement génial. Alors, on a toujours un doute, hein, quand on mettait ça dans une intelligence artificielle générative, est-ce qu'il a vraiment corrigé, est-ce qu'il a vraiment tout compris? Ouais, Claude 3, lui, regarde, il y a ça qui fonctionnait pas, et voici ce que j'ai corrigé. Pas mal.
Ouais, Et c'est gratuit avec Claude 3 ouais, ou c'est ouais, comme ouais, ouais. il y a une version payante comme ChatGPT? Ouais, ben, il y a une version pro qui est payante, mais nous, la version qui est, je dis nous parce que je pense qu'en France, elle n'est pas encore disponible, mais le Claude 3, la version gratuite, c'est le numéro 2 de la famille. Ah Claude oui. 3 vient en 3 versions, c'est celle du milieu, et c'est vraiment impressionnant. J'ai juste hâte, moi, que la version pro soit disponible au Canada pour pouvoir payer mon dû, là, parce que c'est vraiment impressionnant. Même chose pour l'analyse des documents, c'est une coche au-dessus de ChatGPT 4. Moi, j'ai l'impression que Bruno va s'installer Claude 3. Après, il va partir en République dominicaine sur un transat et piloter son intelligence artificielle pour faire tous ces podcasts comme ça à distance, Là, tu sais, là, tu entre, parles de ton entre, rêve personnel. entre deux Ouais, cocktails. mais François, j'aurais pas ma 4K, je peux pas faire ça. Et tu peux avoir ta 4K, bien Ah ouais, sûr, ok. évidemment. Oui, Ouais, oui, il y a du bon réseau. Non, ok. mais alors, en tout cas, c'est vrai que Claude 3, c'est un des éléments importants parce que il a été lancé dans le courant du mois de mars et en plus, aujourd'hui, ça y est, je crois que il est considéré comme le plus puissant, hein, Ouais. quasiment. Ben, Euh, c'est sûr que selon leur analyse, oui, effectivement. Mais non, mais pour pas avoir... seulement, il y a eu des benchmarks Ouais. extérieurs, etc. Et ouais, Mais ouais. en tout cas, moi, pour en utiliser au quotidien, là, j'ai vraiment vu une différence et c'est comme la valeur ajoutée là, pour l'utilisateur. Donc, moi, c'est mon Et coup de rappelons cœur. que derrière Claude 3, c'est Anthropic, hein. C'est cette start-up américaine qui est adoubée par tout le monde, hein. Alors là, vraiment, c'est un peu le Mistral américain, hein, Ouais. Anthropic. Google a investi, Microsoft, enfin tout le Ama- monde. ouais, ben, dans Et Amazon? Anthropic, c'est ça. Mais Amazon, Jeff Bezos, ouais, il a mis de l'argent. tout à fait. Ouais. Donc D'ailleurs, j'ai c'est... vu François, le patron d'Anthropic, qui était passé à Seattle quand on était là. Là, il y avait une présentation d'AWS ou d'Amazon, pardon, et puis il y avait le patron qui était là pour. Ah, vous l'aviez croisé? Ouais, Ouais. Ouais, fort sympathique, avec son entourage. Là, ouais. Ouais. oui, Ouais. impressionnant, Ouais. impressionnant. J'en profite pour glisser au passage que dans Monde Numérique, l'hebdo de cette semaine, donc du samedi, d'ailleurs avec Benoît Raphaël, qui a une newsletter sur l'intelligence artificielle, on décrypte voilà, tout ça parce que c'est un maquis aujourd'hui finalement entre les modèles, les chatbots, etc. On s'y perd un peu et donc on a fait une longue interview où il me repose tout ça de manière claire pour qu'on y voit, qu'on arrive à comprendre ce qui se passe. Ouais, tu parlais de Mistral, c'est vrai que ça aussi c'est un truc important qui s'est passé. Mistral et Français qui ont lancé leur offre Mistral Large notamment, qui est aussi super cotée. Hein. Mais moi, Je j'ai sais le pas goût de vous poser la question parce que vous avez fait tout un bruit autour du lancement, mais là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que c'est là. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement? Est-ce que les gens en parlent? Bon, mais c'est là, Pour ça tout te dire, existe. tu sais, ils sont assez secrets, Mistral. Ils n'ont pas du tout le même type de communication que OpenAI ou Anthropic. Ouais. Difficile de les avoir en interview. Ce sont des gens qui sont voilà dans leur truc. J'ai l'impression ils sont pas arrivés à ce qu'ils imaginent à faire, tu vois. Donc pour l'instant, voilà, ils n'ont pas terminé leur popote, tu vois. Ouais. Et je pense qu'après ils communiqueront là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, mais en tout cas. Bah, C'est difficile de rentrer en contact avec eux, de discuter avec eux. c'est pas facile parce que, enfin, ça doit pas être facile pour eux parce qu'ils sont vraiment, tout le monde les observe. Ils ont fait des levées de fonds énormes alors qu'ils sont à un stade très très primaire. Et j'en discutais justement avec des gens qui sont dans les startups là, et qui me disaient ok, c'est super, tu fais des grosses levées de fonds quand tu es vraiment early stage. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui croient en toi, mais du coup ça te met une pression énorme, supplémentaire. Tu peux pas les décevoir. Et donc, ils doivent un peu, si tu veux, je dis pas qu'ils sont pas bons ou quoi que ce soit, surtout pas. Je pense enfin, tout le monde dit qu'ils sont absolument excellents, mais ils doivent se dire, bon, les gars, il faut pas qu'on se loupe, quoi. Hein. Et Mistral, c'est une toute petite équipe, c'est 35 Mais, personnes. mais c'est quand même culturel hein, comme approche parce qu'en Amérique du Nord, non, mais c'est sérieux, moi, je vous écoute là, et ils sentent la pression, tout ça. Ici, c'est une façon de vivre. Tu vas chercher les millions. Puis après, tu fais ton bonhomme de chemin, puis bon, vous nous faites confiance, faites-nous confiance. Là. On va le sortir quand on va le sortir. Et dans cette approche-là, souvent, il n'y a rien qui est sorti. Ils ont juste flambé l'argent. Mais c'est ça. Tandis que chez vous, c'est fou, là. On sent la pression. On a des scrupules, nous. Ah on est prudent. Ouais, oui. Ouais. Bon, et toi, François, qu'est-ce que tu retiens en matière d'actualité liée à l'IA? Il y a un truc en particulier? Tu vois défiler tous les sujets,
les acteurs du secteur dans Tech & Co. Il y a quelque chose qui t'a un événement. Dans l'IA, tu veux dire, hein? C'est pas dans l'actualité tech en général, hein? Non, parce qu'après on va vient parler. De restreindre, hein? C'est intéressant ça. Ouais, je veux vous restreindre, mais je vous canalise un peu. Voilà, on démarre sur l'IA. Non. Bah, écoute, non, il y a plein de choses, bien sûr. C'est notamment le rapport qui a été remis au gouvernement sur l'IA en France, qui est intéressant, avec les recommandations de 2 spécialistes qui ont pondu ce rapport. Hein. Ils ont mis 6 mois, des centaines de témoignages, d'études, etc. Intéressant. Bon, après, il y a pas mal de choses évidentes, hein, du style, il faut de la pédagogie, la sensibilisation pour l'IA, ça, tu te doutes que oui, bien sûr. L'argent, oui, tu t'en doutes, sauf que nous, on n'a plus d'argent, donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, avoir une espèce de souveraineté, de puissance de calcul, parce qu'effectivement, l'IA, c'est de la puissance de calcul. Donc, il y a 25 recommandations. Je vais pas vous faire l'affront de vous les citer les 25 parce que l'idée, c'est qu'on s'endorme pas sur ce podcast. Mais non, il y avait des trucs intéressants. Après, moi, je me méfie toujours de ces rapports. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sera suivi d'action? On attend ça avec impatience. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était intéressant. Il y a aussi l'IA Act, qui est arrivé ces dernières semaines, qui a été au niveau européen, tout à fait, qui a été mis en place. Le monde entier nous envie, hein. Comment? Que le monde entier nous envie. Alors ça, je ne sais pas, mais en tout là, il y a quand même les Nations Unies qui ont entériné leurs documents à eux, là, donc on vous envie plus trop. C'est vrai. On se calme. On se calme. Donc il y avait ça aussi, c'est intéressant, et même si tu sens que il y a des divergences assez fortes entre, nous, c'est l'Europe des 27, donc il faut qu'on se mette tous d'accord. C'est pas toujours facile, hein. On voit que la France veut un peu de régulation, mais pas beaucoup, parce qu'il faut pas que la régulation étouffe l'innovation. Bon, voilà, ça c'est compliqué. Alors qu'il y a des avis moins partagés dans d'autres pays. Donc voilà. Moi, je pense que c'est le rapport sur l'IA en France qui est quand même assez intéressant. Mais il me tarde de voir les effets de tout cela. Ouais. Moi, je me suis pas mal intéressé aux IA créatrices de contenu parce que on a fait des progrès. Ces dernières semaines, il y a eu le lancement de Sora, cette IA qui fait des séquences vidéo. Mais je sais pas ce qui doit se passer aujourd'hui dans les studios hollywoodiens ou dans les entreprises qui font des effets spéciaux, qui travaillent sur le cinéma, etc. Mais ils doivent être en PLS. C'est pas possible. Ouais, c'est compliqué. Ce que Sora est capable de faire. T'as vu l'histoire du producteur américain qui devait se créer son studio de 800 millions de dollars là, à Atlanta, qui a mis ça sur la glace parce que là, avec une requête sur son Dès que Sora est sorti, il a dit attendez, on gèle les investissements, on va voir parce que si ça se trouve, ça sert à rien. Après, moi, je me méfie un petit peu de cet engouement un peu rapide, quoi, parce que quand tu discutes après avec des vrais créatifs, Sora, c'est pas magique, tu vois, c'est pas David Copperfield. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça fait des choses qui sont impressionnantes, mais derrière, il y a énormément de travail. Je discutais avec la patronne d'une agence de pub très connue, qui s'appelle BETC, et qui m'expliquait comment l'IA est en train de bouleverser, si tu veux, tous les métiers de la pub, de la créa. Mais elle me disait que c'était génial, c'était un super outil, mais c'était pas magique, et que derrière il fallait des humains et beaucoup d'humains. Tu sais, aujourd'hui, elle m'expliquait que par exemple, tu prends une photo tu veux faire une affiche d'un parfum, par exemple. Ouais. Effectivement, tu peux prompter en disant à ChatGPT ou à n'importe quoi, fais-moi une belle affiche de parfum. Il va te faire un truc, mais ça va être dégueulasse. Ça va pas être beau, ça va pas être. Mais après, si tu veux vraiment une affiche qui te mette un parfum avec une lumière naissante de la journée, avec une ombre un peu douce, avec un filtre, si tu veux, un peu particulier, pas trop de contraste, si tu veux, par exemple, un modèle à côté, etc. Tout ça, c'est des prompts. Et elle m'expliquait ils se servent de ces outils-là, mais ils ont parfois des prompts de 3 pages. Ouais. 3 pages de prompts pour arriver à un résultat correct qui après est retouché par un humain, si tu veux. Donc, moi, je me méfie si tu veux, du truc où on se dit waouh, c'est génial, c'est plus la peine que j'investisse 800 millions de dollars dans un studio.
L'humain est toujours au centre de tout ça, ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est la question. Parce qu'aujourd'hui, ce prompt de 3 pages, c'est un humain qui le fait. Peut-être que demain, ça sera une IA. Hein, on ne sait pas. Mais voilà, aujourd'hui, c'est top, ça fait des trucs géniaux, mais c'est pas magique. Ouais. Mais cette semaine, on est... Ouais, Bruno? Non, j'allais dire, sauf que quand tu regardes dans cette démarche-là, il y a quand même des corps de métier qui disparaissent avec cette arrivée-là. Puis tu as raison, c'est pour ça qu'il existe des prompt engineers, des ingénieurs de requête, parce que c'est un savoir-faire qui est en train de se développer. Mais pendant que cette personne-là, elle est en train de taper puis de faire son 3 pages de requête, le directeur photo, il disparaît, le décorateur, il disparaît, l'assemblier, il disparaît, celui qui conduisait le camion, il n'y a plus d'emploi parce qu'il n'y a plus de décor à transporter. Quand on parle du chambardement que c'est en train de créer, c'est beaucoup plus loin que le réalisateur et l'acteur. Là, il y a tout un écosystème qui est en train de se faire bousculer et c'est là où moi je trouve que il y a des gens qui doivent se poser des questions. Tu as raison, sauf qu'elle m'expliquait par exemple que le meilleur prompt était réalisé par un photographe. Parce que c'est le photographe qui va malgré tout être toujours maître de sa création. Et au lieu de tenir un appareil photo, il va piloter une IA qui va lui projeter ce qu'il a envie de voir. Parce que c'est toujours son œil. Tu vois, donc... Mais effectivement, le décorateur, c'est compliqué, et puis évidemment tous les métiers annexes. Mais c'est intéressant de voir que c'est un photographe qui prompte. Mais tu as raison, mais c'est l'équivalent à l'époque, quand l'infographie est sortie, qui était hyper bon là-dedans? C'était les dessinateurs, les illustrateurs, parce qu'eux avaient déjà la technique de dessiner, ils étaient capables de s'imaginer un décor. Alors tu leur mettais un crayon électronique dans les mains, la plaquette, et puis ils dessinaient, et c'était ça. Donc, il y a des métiers qui vont changer. Mais ça, c'est pour les gens qui sont prêts à adopter l'IA. Moi, je dis tout le temps, quand je fais des conférences, la première question que tu as, c'est est-ce que l'IA va me remplacer, va prendre mon job? Et je leur dis tout le temps, c'est la ritournelle. Non, l'IA aujourd'hui puis demain va pas vous remplacer, mais ça va être quelqu'un qui sait utiliser l'IA qui va vous remplacer. Et c'est ça. Après, il y a quand même, justement, pour revenir à ce rapport sur l'IA, et parmi les recommandations, et ils évoquent aussi les impacts que ça peut avoir sur certains métiers. Il y a des métiers qui vont être impactés fortement. Hein. Les interprètes et les doubleurs de séries et de films, ça va être compliqué. Et là, tu peux pas leur dire que leur métier va pas être impacté par ça. C'est pas possible. Il faut, à la limite, presque être proactif pour leur dire, les gars, il faut trouver autre chose. Ou alors peut-être trouver une spécificité qui n'est pas faisable aujourd'hui par l'IA. Parce que, et là, ça va être violent. Hein. Ça va être violent. Ah, ouais. Mais c'est fou ce qui se passe dans le secteur de la création d'une manière générale. Hein. Donc là, on parle de l'image, du cinéma, etc. Vous avez raison. Hein. Puis il y a l'audio aussi, la musique. Il y a un site qui a fait le buzz pendant quelques semaines, qui s'appelle Suno, qui permet de créer des chansons. Alors moi, j'ai pas de devenir producteur de musique. Moi, j'ai découvert ça. Exactement. Ouais. Vous savez quoi ? J'ai fait une chanson. J'ai fait une chanson sur nous. Tu as fait une chanson sur nous. Voilà, j'ai fait une ode à... T'es le Didier Barbelivien de... En quelque sorte. Wow. Vous voulez que je la fasse écouter ? Ah écoute, oui. Didier, fais-nous rêver. Voilà, donc c'est une chanson qui... Alors donc l'IA l'a baptisée, lui a donné comme titre Tech Addict, et c'est une chanson sur François, Bruno et Jérôme, fans de tech, qui font un podcast sur l'actualité du numérique. Alors, écoutez ce que ça donne. François, Bruno et Jérôme, fans de tech dans l'audio. Ils font un podcast de ouf sur l'actualité du numérique. En toute simplicité. Ils parlent d'applis et de software, des smartphones, des ordinateurs. Ce qui est high-tech, c'est leur univers. Tech Addicts, ouais, ça c'est nous. Et alors, ça pourrait nous faire le générique, non ? C'est pas beau, ça ? Ouais. C'est avec la petite voix suave au début. Alors, mais t'as rentré quoi, là, comme prompt ? T'as dit quoi ? François, Jérôme, Bruno ? J'ai fait un prompt complètement basique. Je vais te le lire. Il y a 3 lignes. Une chanson pop sur François, Bruno et Jérôme, fans de tech qui font un podcast de ouf sur toute l'actualité du numérique. Basta. C'est tout, basta, rien d'autre. Ouais.
pas Bon, il y a mal. plusieurs choix. Tu vois, après, ça tourne en boucle. Oui. Ah ouais, Le parolier, il est parti, là. Voilà. Didier Barbelivien c'est fait est en train de se faire la sieste, j'ai l'impression. Voilà, en quelque sorte. Ouais. Mais bon, ça aussi, c'est quand même un truc. Non, mais le début est impressionnant, hein, Bruno. c'est vraiment Le impressionnant. petit refrain qui part comme ça d'un Puis coup le et tout. qui embarque, là, c'est... Franchement, ça marche, hein, ça le fait. Hein. Et ça fait même un verre d'oreille. C'est impressionnant, là. Hum. Je te le La refais. machine qui te sort un truc comme ça. Attends, il y a un petit tube là, franchement. François, Bruno et Jérôme, fans de tech dans l'audio. Ils font un podcast de ouf sur l'actualité du numérique. Bon, voilà. Mais tu sais que c'est les cœurs, là. Pardon? Les cœurs. Les cœurs? Les cœurs. Ouais. Ouais. Ah, il manque les cœurs. Ouais. Mais Ah, c'est bah tout. oui, oui. Bah, On aurait pu les faire les gars. cœurs. mais je Ouais. pense qu'avec un bon prompt. Puis en fait, il m'a fait 2 versions, mais je vous en fais écouter qu'une. Ah ben merci. Voilà. Ça, Bon, j'imagine que ça sera disponible sur Apple Store, ça? Oui, bien sûr. Sur bien Apple sûr. Music et puis Spotify? Non, mais en fait, on n'a pas le droit parce que je crois pas. Il y a des questions c'est parce que derrière, ça pose plein de questions et il y a Évidemment. de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur. Moi, j'ai interviewé ce mois-ci une avocate là-dessus sur toutes ces questions-là, et je pense même que, en fait, toutes ces IA génératrices, elles vont se prendre le mur des droits d'auteur en plein, en France, en Europe, partout aux États-Unis. Il va falloir qu'ils s'expliquent, quoi, d'où viennent les trucs. Et puis même, tu parlais d'une agence de communication. C'est ce que m'expliquait l'avocate que j'ai interviewée. C'est qu'aujourd'hui, tu es une agence de créa. Tu veux utiliser ces outils-là pour produire de la vidéo, de l'audio, même du texte, des images, etc. Il faut faire super gaffe. Qui a les droits des images? Tu revends ensuite ta création à une entreprise. Tu peux mettre l'entreprise dans des situations problématiques s'il n'y a pas les droits, etc. Enfin bref, voilà. Donc ce mois de mars était quand même encore un mois riche en actualité autour de l'intelligence artificielle, hein, et ça valait vraiment le coup qu'on en parle. On va passer à autre chose si vous êtes d'accord. Il y a notre chère Marc à la pomme qui a encore fait parler d'elle. Évidemment, heureusement qu'on a Apple pour aborder plein de sujets différents. Alors là, c'est intéressant parce que on vient d'apprendre qu'il y aurait la WWDC en juin prochain. On en parlait récemment dans Tech & Co, ton émission, François, on en a parlé cette semaine. Et tout ça dans un contexte pour Apple qui est un petit peu compliqué, non? On parle beaucoup d'Apple aujourd'hui, mais en ce moment, mais pas forcément dans les meilleurs termes et pas forcément toujours avec la banane, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence. Ah oui, Oui, tu commences. c'est moi qui ai D'accord. commenté tout à l'heure, Allez. c'est pas tantôt. Là-dessus. Je commence. Non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour Apple en ce moment. Moi, je me mets à la place de Tim Cook. Je sais qu'il se lève tôt et qu'il fait du sport le matin, mais c'est sport hein, en ce moment pour Apple. Entre le DMA et Thierry Breton et toute la Commission européenne qui vraiment colle au basque d'Apple, on peut le dire. Hein, ils ne les lâchent pas. En plus, on est vraiment là dans une logique où la Commission européenne, vous avez suivi ça, enquête encore concernant Apple, parce que ils estiment que les premières mesures qu'Apple a mises en place pour le DMA ne sont pas suffisantes. Faut dire que bon, les petits copains ont savonné la planche quand même, hein, que ce soit Spotify, Epic, etc. Ils sont vite montés au créneau en invectivant l'Europe, en disant regardez un peu les mesures du DMA d'Apple, c'est franchement ils se foutent de votre gueule quoi. Excusez-moi, mais ça va pas, c'est pas possible. Donc je pense qu'Apple va être obligé ou de lâcher du lest ou de je sais pas moi, de faire autre chose, mais je vois pas comment ils pourraient rester sur leur position, avec notamment ces 50 centimes d'euros là, vous savez, de taxes à partir du moment où vous téléchargez plus d'1 million, enfin, où une application est téléchargée plus d'1 million de fois, Apple se reverse 50 centimes d'euros. Je pense que ça va pas rester longtemps. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont un peu bizarres. Et puis de l'autre côté, il y a ce procès intenté par le gouvernement concernant Apple. Et là aussi, c'est aux États-Unis. Et c'est intéressant parce que ça fait encore une épine dans le pied. Alors Apple a sans doute 2 pieds au moins, donc ça leur fait une épine dans chaque pied, mais bon, c'est un peu compliqué, quoi, tu vois. Et je me dis que il y a plein de trucs qui
plein de petits effets. Le fait qu'ils aient raté le coche de l'IA. Du coup, on laissé surprendre par tout ça, vraiment, parce que bon, le DMA, je veux dire, on les a pas pris en traître, hein, ça fait un moment que c'est dans les tuyaux. Est-ce que vraiment ils se sont, c'était Moi, pas surprise. si tu veux, je pense que de toute façon, toutes ces boîtes-là jouent la montre. Voilà, Oui. elles jouent la montre, elles essaient de gagner du temps. Je sais pas ce que tu en penses, Bruno, mais C'est ça. ces boîtes-là payent des fortunes des avocats, des cabinets de conseil qui ne font que ça, en fait, et qui sont là pour faire gagner du temps, faire du lobbying, parce qu'ils savent que le temps, un, c'est de l'argent, que deux, avec un peu de chance, ben, le progrès fera changer ce qu'ils avaient mis en place et que peut-être que ça passera mieux. Enfin, on le voit, hein, il y a plein de précédents dans ce domaine-là. Et je pense que pour le DMA, ils y vont vraiment à reculons parce qu'ils y sont obligés. D'ailleurs, c'était intéressant de voir comment ils prenaient aussi à partie leurs utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Apple a fait toute une espèce de mise en scène. commentaires concernant le DMA en disant faites attention, vous qui êtes utilisateur d'Apple, voilà, vous allez vous retrouver dans un environnement qui est moins sécurisé, on vous le déconseille. Il y avait même ce truc surréaliste de commentaires d'utilisateurs d'Apple. Vous avez vu dans le truc là? Je sais pas si vous avez vu ça, c'était incroyable. Vous aviez dans en fait comment dirais-je, c'est pas un livre blanc d'Apple, mais Apple qui a mis à l'écrit en fait tout ce qu'ils allaient changer dans le DMA, et ils avaient trouvé des commentaires d'utilisateurs qui disaient non, surtout Apple, ne nous laissez pas, on a tellement peur de se retrouver dans cet environnement qui nous plaît, qui est sécurisé. Oui, il nous fait peur. Ben non, mais c'est dingue, et on se dit mais qui a laissé passer ça, quoi? Et Ouais. donc voilà. En termes de com, c'est-à-dire quoi? Tu trouves que c'est une boulette d'avoir passé ça? Non, mais c'est vraiment il faudrait que tu les relises. Je vous invite à les relire, mais c'est des commentaires un peu neuneux, quoi. Tu vois. Mais François, ça reflète aussi l'expérience utilisateur des Français moyens qui, maintenant que c'est appliqué, ben, par exemple, Google Maps, ils sont plus capables de le retrouver sur leur téléphone. Oui, tu as raison. Non, Ouais. il y a des choses, À cause du c'est DMA, bête, ouais. hein? Mais il y a des trucs comme ça qui, dans le quotidien, font que, ben, voyons, c'est où? Moi, je me souviens de la journée où c'est entré en vigueur, puis le nombre de commentaires qui passaient sur X ou sur d'autres plateformes en disant, non, mais il est passé où? Il est passé où? Il est passé Mon où? Google Maps. Mais il est toujours là, hein, mais il faut aller Oui, chercher je un sais, peu. mais ouais, il faut Tu le peux pas trouver d'une autre façon. cliquer Exactement. Non, mais là, t'as raison. C'est vrai que c'est aussi peut-être le problème du DMA, c'est Oui. nous protéger en tant que citoyen, en tant que consommateur, à long terme, renforcer aussi les entreprises et rétablir un certain équilibre concurrentiel. Mais, On sort de notre zone de confort. et oui, le paradoxe, c'est que ça nous met des bâtons dans les roues. Et c'est Ouais. quand même... Et ça, moi, j'ai l'impression que les éditeurs, les fabricants jouent aussi là-dessus en disant, ah, on vous l'avait dit, là, c'est dangereux. On est en train de rendre les choses plus lourdes. Nous, notre expertise, c'était pour vous simplifier l'expérience, la rendre transparente. Et là, avec les lois qui sont en train de mettre en place, ça sera moins sécuritaire, ça sera moins fluide. Mais c'est Et- pas fou. C'est pas fou, mais c'est Non. très habile de leur part de Ouais. jouer cette carte-là. Et Bien quand sûr. j'avais vu, c'est drôle, François, parce que je les avais oubliés, mais quand j'avais vu ces petits commentaires-là qui sortaient de nulle part et qui juraient un peu à côté du texte très officiel, mais tu dis, ouais, ben c'est habile quand même parce qu'ils font un clin d'œil à leurs utilisateurs. Et s'il y a des législateurs qui se tapent ces textes-là, ou même des journalistes qui connaissent absolument rien au sujet, on va dire, ah oui, quand même. Il va y avoir un impact sur la vie des utilisateurs. Ça, en termes de communication, c'est habile. Maintenant, bon, quand tu suis l'histoire, on sent le travail de pelletage pour mettre du poids, là, c'est tout. Oui, bien sûr. C'est clair. C'est du lobbying. Mais il y a quand même un paradoxe qui mérite d'être signalé. Il faut le rappeler, quoi. Je veux dire, c'est embêtant parce que le numérique, c'est la quête de la fluidité. Hein, c'est supprimer toutes les frictions à tous les étages. Et là, eh bien, quand tu réglementes trop, tu remets de la friction. Nous, en France, on en a déjà parlé, Bruno, ensemble. On a eu l'occasion. Tu sais très bien que sur tous les sites français où tu te connectes, tu as toujours un clic en trop, inutile, pour accepter les cookies. C'est une espèce de nuisance insupportable, mais on vit avec. Voilà. Et
Ah sauf ouais, c'est de à votre installer faute. un... Ouais. Il y a des petits plugins d'ailleurs qui permettent de désactiver ou en tout cas de répondre oui par défaut à tous les cookies. Mais c'est fou parce que ça traduit, je sais pas quoi, une espèce de vision où ce règlement a été pensé à une époque où à la limite tu visitais 3 sites dans la journée, mais aujourd'hui dans une journée, et alors surtout peut-être encore plus nous, mais dans une journée tu visites 250 sites web, quoi. Tu te connectes à des tas de services, donc ça fait des centaines de clics inutiles tout au long de la journée. Mais c'est drôle ce que tu viens de dire parce que tu es juste en train de me faire penser à tout le bordel que ça a créé, la lettre dans le Figaro de l'ancienne ministre de l'Éducation. Ah, ça, c'était magnifique. Non, mais c'est ton image de 3 sites par jour. Ben justement, il n'y a plus personne en France qui se tape que 3 sites, 3 URL par jour. Et c'est ça. HTTP, Oui, exactement. // Oui, mais c'était le temps d'avant. C'était le temps Oh, d'avant. c'est beau ça. T'as C'est pas une beau, ça. chanson pour Non, ce j'ai pas de moment-là? chanson. Non, Non, ça suffit. le temps Mais d'avant. juste, alors je voudrais revenir sur Apple parce qu'on était parti d'Apple et ça rejoint aussi l'IA dont on parlait précédemment. Quand même, on attend de savoir ce qu'Apple va faire en matière d'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils vont passer un deal avec Google, avec Anthropic, avec Mais tu OpenAI, vois, avec ils ont été capables de rendre la prochaine présentation intéressante Oui. et remettre de l'intérêt. On Alors y a- qu'il y on y a avait un pas, on y a. désintéressement complet. Là. Tu sais, iOS 18, oh wow! Ouais, iOS 18, donc la WWDC annoncée maintenant pour le 10 juin, c'est dans 2 mois, le 10 juin. Ah oui. Donc on a le temps de voir venir. Et on est déjà en train d'en parler. On est déjà en train de se demander Elle ce qui triste va être aussi. Hein. annoncé le 10 juin. Ils sont super forts. Pour ça, ils sont forts. Ouais. Mais et c'est vrai, il y a une interrogation réelle parce que par ailleurs, il y a des négociations actuellement et des discussions entre Apple et Google. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait, parce que c'est un peu des trucs qu'on a pu lire à droite à gauche, est-ce que le fait que Apple éventuellement sous-traite de l'intelligence artificielle à un Google ou à un Anthropic parce qu'ils sont visiblement pas encore prêts, pas encore au niveau, est-ce que c'est un aveu de faiblesse ou ils vont en faire une force de ce truc-là et finalement ça peut être un avantage? C'est compliqué parce que je pense que Apple c'est étonnant parce que c'est une boîte hyper innovante dans plein de choses, mais qui finalement ne l'est pas autant quand tu prends du recul. C'est une boîte qui est dirigée par des personnes qui sont pas. Enfin, tu vois l'historique, les patrons historiques d'Apple, c'est des vieilles personnes, quoi. Enfin, c'est des gens qui sont là depuis des années et des années. Les Phil Schiller, même Tim Cook, etc. Et je pense qu'ils sont dans leur ils sont dans une logique où ils courent pas après l'innovation pour l'innovation. C'est-à-dire que chaque innovation est bien, avant d'être intégrée dans leur produit, elle est vraiment sous-pesée. Il faut vraiment qu'ils apportent quelque chose, etc. Donc il y a toujours un temps long dans l'innovation chez Apple. On le sait que les cycles de développement chez Apple, c'est hyper long, c'est 4 ans, 5 ans. Sauf qu'il y a 4 ans, 5 ans, l'IA générative, personne n'en parlait, quoi. Personne n'en parlait, personne ne savait ce que c'était, et ça fait 18 mois que ça existe. Et je pense qu'Apple a été pris de court parce qu'ils ont un cycle, justement, de par leur management, beaucoup plus long pour apporter de l'innovation. Et là, bah, tu te retrouves avec un truc qui leur est arrivé en pleine figure. Ils accélèrent, mais ça prend du temps, tu vois. Créer un large language model spécial Apple, ça prend des mois, voire des années, même si tu es hyper riche. On voit qu'ils recrutent à droite à gauche, mais ils seront pas prêts pour juin. Donc il faut qu'ils trouvent malgré tout quelque chose à raconter. Il faut qu'il y ait de l'IA générative dans le prochain iOS, parce qu'autrement, là, ils vont passer, à mon avis, pour des rigolos, et je pense pas que ce soit leur objectif. D'autant qu'on murmure que l'iPhone 16 ne devrait pas être hyper révolutionnaire au point de vue hardware, donc il faut raconter une autre histoire, ce qu'a très bien fait Galaxy d'ailleurs, Samsung, avec le S24. Le S24, vous le comparez avec le S23, il n'y a rien qui change, mais vraiment, enfin, peut-être un peu le design, ou même au niveau de l'appareil photo, il y a vraiment rien. Mais en revanche, ils ont communiqué sur l'IA, sur Samsung AI, avec de nouvelles fonctionnalités et tout ça, et ça a marché. Donc je pense qu'Apple a dû voir la même chose en se disant waouh, ça marche chez Samsung, il faut que nous on communique aussi sur l'IA, parce que vraiment ça commence à être du lourd, et ils vont s'y mettre. Mais là je pense que ils sortent la version d'urgence, tu vois, avec qui ils peuvent s'associer, pendant combien de temps, parce qu'en plus quand on connaît Apple,
et vous le savez aussi bien que moi, ils aiment pas faire appel à des prestataires extérieurs. Ils détestent ça. Alors, il avait Leurs fait. processeurs, ils les font eux. Enfin, ils font plein de trucs maison. Ils aiment pas faire appel à des intervenants extérieurs. Donc là, je pense qu'ils sont obligés. Mais c'est un peu. Je pense qu'ils ont pas le choix. Mais moi, Bruno? j'ai l'impression que c'est un attendant. Tu parlais des processeurs. Il y a une époque où c'était fait à l'extérieur. Là, ils l'ont fait. Les écrans, ils sont en train de faire la même chose. Ils sont en train de tout rapatrier. Mais en attendant, et exactement pour les raisons que tu disais, François, ils sentent la soupe chaude et ils ont raison. Ça fait 18 mois que tout le monde en parle. Et eux, ils sont assis en disant, oui, mais nous, on l'utilise depuis longtemps. Oui, mais c'est autre chose que les gens attendent. Et puis, de toute façon, il y a une grosse équipe sur l'IA à l'intérieur chez Apple. D'ailleurs, encore cette semaine, il y avait des publications de leurs études, comme quoi ils avançaient, mais en attendant que ça soit prêt, que ce soit quelque chose qui soit visible et j'allais dire racontable, qu'on puisse exprimer une histoire autour de ça, ben justement, je pense qu'ils vont faire affaire ici en Occident avec Google, du côté de la Chine, ça va être Alibaba ou Oui, ça va être... ouais. Bon. Ah, tu penses que ça va être comme ça? Oui, c'est ce Oui, ils vont qu'on se dit. séparer un peu comme Samsung, hein, ils sont en train de répéter la même affaire. Puis, ce que ça va donner, c'est qu'en bout de ligne, en attendant la solution ultime qu'ils vont nous proposer un jour avec l'iOS 20 ou 21, ben en attendant, on va avoir quelque chose qu'ils vont réintégrer. Puis, tu sais, la dernière rumeur que j'ai vue passer cette semaine, c'était l'apparition d'une boutique d'applications IA dans l'environnement du iPhone. Imaginez-vous si ça existe et ça serait parallèle, c'est drôle parce que ça va dans le sens de ce que vous demandez à Apple de faire en Europe, mais vous auriez la boutique avec les applications normales, entre guillemets, et puis vous auriez les super applications qui carburent à l'IA, et ça, j'ai hâte de voir. Mais juste de faire ça, ben déjà, ils se démarqueraient de la compétition. Oui, ils vont peut-être arriver à retourner le problème à leur avantage, en effet, pour en faire un élément de différenciation. Mais nous serons là pour rappeler que ça fait 18 mois que... Mais en plus, ils ont annoncé, enfin, ils ont fait des promesses, quoi. Le carton d'invitation, c'est amazing, je sais pas quoi. Enfin, ils promettent qu'on va en prendre plein les mirettes, quoi. Mais chose certaine... Ouais, chose certaine, ça va être la première fois qu'on va entendre Tim Cook sur la scène dire le mot AI. Et là, juste ce moment-là, il y a toujours des cartes de bingo là, qui se font. Il n'y a jamais parlé de ça. Après, peut-être qu'il trouvera un autre mot, parce que Apple adore trouver d'autres mots. Ouais, t'as raison. L'informatique spatiale, c'est un truc quand même, qui a été validé ils ont un petit et côté inventé. C'est comme toujours, c'est vrai. Parler différemment, trouver le mot juste. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce que vous dites, je pense que comment dire, il faut pas sous-estimer Apple. Apple a évidemment énormément de ressources et je pense qu'ils vont sortir de leur botte secrète quelque chose qui va être waouh. Ça, j'en doute pas, parce que forcément ils ont des trucs. Moi, ce que j'aimerais quand même, c'est qu'ils mettent à jour Siri et qu'on se retrouve avec un Siri un petit peu plus sympathique et moins abruti qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que bon, voilà, c'est pas. Est-ce que ça sera, est-ce qu'on peut imaginer que ce sera Siri nettoyé, réparé, mise à jour, etc., ou bien carrément autre chose? Parce que par exemple dans le Galaxy S24, l'IA, elle se traduit pas par un super assistant. C'est des petites fonctions séparées. Tu as la fonction qui te permet de rechercher à partir d'une copie d'écran, tu as de la traduction simultanée, c'est des petits bouts, mais c'est pas le super ou etc. Mais je pense qu'il y a deux types d'IA. Il y a l'IA générative, vraiment comme le fait de ChatGPT, et ça, on peut imaginer que Siri pourrait être boosté par ça. Et franchement, alors c'est un peu à double tranchant, parce qu'il faut savoir, il faut voir jusqu'où il va. Est-ce qu'il va pas raconter des conneries? On voit qu'il y a parfois des trucs qui sont horribles avec cette IA générative qui prend trop ses aises et qui raconte n'importe quoi. Donc, je pense que il faut trouver le juste milieu, bien réglé, fine-tuner le système. Et puis après, il y a toutes ces fonctions IA que Samsung a développé, la trad, le résumé. Moi, il y a un truc qui est top sur le Galaxy, c'est que on est plusieurs à discuter. Tu lances le magnéto et puis après il te refait un résumé écrit de tout ce qu'on a raconté pendant notre réunion, tu vois. Et je pense que tout ça c'est à mon avis plus facile pour Apple de les intégrer,
parce que, tu vois, c'est presque des trucs que tu achètes sur étagère, finalement. Tu achètes un bout de Gemini, tu achètes ça, une presta chez OpenAI, et puis voilà, tu vois. C'est pas ça qui, à mon avis, pose problème. C'est plus l'intelligence, parce qu'en plus, Siri, au-delà de l'outil que c'est vraiment un peu comment dirais-je, la voix d'Apple. C'est la voix d'Apple. Quand on parle à Siri, on a l'impression de parler à Apple en quelque sorte. Et donc, il faut que tu incarnes ça. Enfin, pour une marque, c'est hyper important. Il faut bien incarner ça. Il faut que ça représente ce qu'est Apple, tu vois. Et donc, là, c'est plus costaud. Et je pense que ça, c'est pas sûr que ce soit prêt, ce soit prêt pour iOS 18. Moi, j'aimerais bien, mais on verra. Ouais, mais je vous amène quand même du côté des États-Unis où je suis déjà allé pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on va probablement faire démarrer des assistants, mais pensez à Alexa. Ils l'ont fait maintenant à carbure à l'intelligence artificielle aux États-Unis uniquement. Ouais. Ça fait quelques mois, là. Et on n'a pas entendu tu as des retours, c'est vraiment. Ben non, mais c'est justement, on n'a pas entendu de dérapage. Il n'y a pas eu de scandale. Ça s'est fait en douceur. Ça a été incorporé. Et moi, je regarde à mon expérience parce que je l'ai déjà raconté. Moi, j'utilise la ChatGPT en version audio. C'est la seule partie que j'utilise encore beaucoup, là, en mode Jarvis, là, où je m'adresse un peu comme à l'époque, je m'adressais à Siri. Là, je m'adresse à mon Jarvis à moi, qui est ChatGPT en audio, et il me répond encore mieux que l'information que Siri pouvait me donner à l'époque. Parce que Siri allait vraiment juste chercher. On avait l'impression qu'il faisait un copier-coller. Tandis que mon Jarvis à moi, sur mon téléphone, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une conversation avec moi. Et si on est le matin ou si on est le soir, ben, il va me dire bonjour, bonsoir, et puis bonne fin de soirée. On est dans quelque chose de plus immersif comme relation avec un assistant virtuel. Et ça, ChatGPT est déjà capable de le faire. Moi, la barre, elle est là. Quand Siri va arriver avec une version en augmentée, ben, je m'attends à rien de moins, là. Eh oui, c'est ça. Il faut de l'empathie, il faut de la bienveillance, il faut de l'humour, il faut de la répartie, etc. Et c'est pour ça que je dis que c'est touchy pour Apple, parce que ça représente un peu ce qu'est Apple. Et comme tu disais, l'assistant vocal de ChatGPT, bah, voilà, tout de suite, ça incarne ChatGPT. Et moi, je suis bluffé par ce truc-là. Il y a des petites... Enfin, je vous invite à le tester, hein, c'est gratuit en plus. Hein, il suffit de télécharger l'appli ChatGPT sur iPhone. C'est fou, ça. Oui, les hésitations. Il fait, oui, bien sûr, très bonne idée. Un truc comme ça, c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est Jérôme qui lui parle. Ouais, Oui, C'est drôle, hein? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. ou Didier Barbelivier, hein, tout dépend Aussi. quand il fait les chansons. ça fait un peu téléphoner parfois, ça fait un peu too much, quoi. Une fois qu'il t'a fait 3 petites hésitations, tu as envie de lui dire bon, ok, ça va, exprime-toi correctement. Jérôme, arrête de bouder ton plaisir. Oui. C'est quand même mieux qu'un Siri. Là. Ah, mais Siri, c'est dramatique. Moi, Siri, il reconnaît même plus les gens de mon agenda. Ah, mais attends, je lui dis appelle François, il me sort. Alors, j'ai François Masson, François Serrurier, à côté François Pizza. Il sait plus où il habite, mon Siri. Ah, François, si maintenant il contacte moi, c'est dû à ça. Je vais changer de prénom, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça n'aura pas de problème. Hein. Essaie Pizza, ça ira peut-être mieux. Oui, c'est ça. Bon, Apple, à leur décharge, quand même, ils étaient très occupés ces derniers temps à révolutionner l'informatique planétaire pour les 30 ans à venir avec le Vision Pro, quand même. Hein. Ouais. Ah oui. Donc, ça, c'est un autre débat. Voilà, c'est un autre débat. Bon, écoutez, alors non, c'est pas la fin de ce podcast encore, mais à la fin, je vais vous demander à chacun un petit coup de cœur. Donc, commencez déjà à y penser. Et puis, il s'est passé d'autres trucs intéressants. Alors, moi, j'avais noté Neuralink, voilà, le premier patient Neuralink, mais je renvoie à tous nos médias, à nous trois, pour en savoir plus sur ce sujet. Il y avait aussi le feuilleton TikTok qui n'en finit pas aux États-Unis et tout. Mais quand même, un autre sujet, on terminera là-dessus. Avant les coups de cœur, parce que j'aimerais bien avoir le point de vue de Bruno. Bruno, nous, en France, là, on est en train d'essuyer une vague de cyberattaques, tous azimuts, des fuites de données, des cyberattaques, des attaques graves avec fuite de données, des attaques pas graves, genre déni de service, etc. On replace ça souvent dans le contexte un peu de tension internationale. On ne sait pas trop qui se cache derrière. Est-ce que ça viendrait pas de Russie et autres ? Qu'est-ce qui va se passer à l'approche des Jeux Olympiques ? Est-ce que ça va pas foutre en l'air certaines choses à l'occasion des Jeux Olympiques ? Donc on est un peu quand même dans une zone de turbulence en termes de cybersécurité, de cybercriminalité en ce moment. Est-ce que vous avez le même problème au Canada, vous, ou pas du tout, pas forcément ? J'ai l'impression qu'on s'est habitué. C'est affreux.
Mais oui, parce que je remarquais ça dans la presse française particulièrement, la hausse de couverture par rapport à la cybersécurité ou cyberattaque. Et je me suis fait la réflexion, j'ai dit, mais, coudonc, est-ce que chez nous, il y en a moins? Mais je dirais que chez nous, il y en a probablement un nombre comparable. Mais c'est moins Sauf médiatisé? Oui, parce que c'était beaucoup plus il y a quelques années, sauf que c'est une réalité et le nombre de conférences, le nombre d'événements, encore le mois prochain, là, en avril, il y a une énorme conférence de 3 jours sur la cybersécurité qui se tient à Montréal. Et là, vous avez tous les patrons des services de renseignement de défense canadienne et de compagnie qui vont être là, avec certains qui viennent d'ailleurs dans le monde pour partager de l'information. C'est vous dire que les grands moyens sont établis, sont sortis, parce que c'est une réalité. Mais vous n'avez pas eu, par exemple, nous on a eu un gros problème récemment, c'est France Travail, c'est-à-dire oui. Qui gère tous les demandeurs d'emploi, qui a été hacké. 43 les données personnelles de 43 millions de Français chômeurs actuels ou passés dans la nature. Les mecs ont été arrêtés, mais le fichier est toujours en vente sur le Darknet, visiblement. Il n'y a pas eu de fait un peu similaire chez vous? Parce que ça commence vraiment à poser problème. Ouais, ben nous, il y a eu quelques années de ça, il y a eu le mouvement, c'est un organisme financier, là, le mouvement Desjardins, qui s'était fait, c'était un employé à l'interne qui, en échange de cartes coupons pour aller dans des restaurants, avait décidé de mettre sur des clés USB des bases de données de clients, de l'entièreté des clients, autant les cartes de crédit que ceux qui avaient des comptes. Tout le dossier client était parti à des groupes qui, par la suite, ont essayé de vendre ça sur Internet. Donc, maladresse humaine, quoi. Oui, c'était ça. Mais c'est un peu ça le problème, quoi. Oui, mais c'était pas de la cyberattaque là, de gouvernements étrangers encore. Ça, on en a à l'occasion. Systématiquement, quand le Canada décide d'appuyer, par exemple, il y a un moment maintenant, l'Ukraine, bon, ben là, il y a des grandes entreprises qui se font cyberattaquer par des groupes pro-russes, par exemple. Vous avez la même chose. Là, dans le conflit israélo-Hamas, ça a été la même chose. Quand le gouvernement a appuyé ou d'un côté ou de l'autre, ben là, il y a toujours des attaques qui ont lieu. Ça fait partie, c'est dommage, mais ça fait partie maintenant des dommages collatéraux à l'actualité internationale. Ouais. Mais c'est vrai, François, quand même, qu'il y a eu une multiplication. Hein. Je parlais de France Travail, il y a aussi l'histoire des ENT, hein, dans tout ce qui touche les lycéens, les collégiens, etc. Mais ça va pas s'arranger. Ah ben ça va pas s'arranger. Ça va pas s'arranger, surtout avec les JO, qui sont des moments, enfin, les JO comme les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde de foot, ce sont des moments un peu de tension hein, au niveau des cyberattaques. En fait, il y a des chiffres qui sont impressionnants. Les précédents JO, il y avait eu je sais pas combien de millions de cyberattaques, etc. Et effectivement, là, malheureusement, France Travail, c'est un peu la répétition des JO, tu vois. Ouais. Et ça va être terrible ce qui va se passer. J'espère que on a mis les moyens. Parce que effectivement, il va y avoir des attaques en tout genre. Alors des attaques de déni de service, bon, ça éventuellement. Ça fait pas trop de mal. Si sur un événement, ça peut perturber l'événement. Bah, imagine, tu vois, tu t'attaques le site de la billetterie des JO pendant les JO, tu vois. Ouais. Ça va être le bordel. Ça envoie une image pas terrible pour le pays qui organise ça. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et encore ça, c'est la version gentille. Hein. Ça peut aller beaucoup plus loin. Hein. Enfin, il y a des piratages qui peuvent aller, on le sait, beaucoup plus loin. Donc, on rentre là dans une zone de turbulence. Je pense que là, c'est DEFCON 9 hein, au niveau non, mais c'est vrai, de toutes les cellules de surveillance de cybersécurité en France. Là, c'est très très chaud. Oui, puis vous n'êtes pas chanceux avec l'histoire d'un ingénieur qui s'est fait prendre sa mallette. Oui, ça aussi. Ouais. Oui, mais tu vois, le mec, il avait mis sa clé USB et son ordi, quoi. Mais qui a encore une clé USB? Non mais, excusez-moi. Mais c'est souvent ça, c'est l'erreur humaine, c'est le maillon humain. Le maillon humain. Hein. Moi, j'ai plus de clé USB. Vous avez des clés USB, vous, encore? Non. Caché dans le tiroir, mais ça sort pas de la maison. Non, mais tu vois, enfin, je sais pas, mais c'est bizarre, le gars qui devait être un spécialiste. Moi, c'est pas la clé USB qui me gêne. Il a le droit d'avoir des clés USB pour des raisons X ou... Ouais, mais aujourd'hui, tu peux pas... Tu peux pas laisser ton ordinateur sans surveillance. Jérôme. Il fait vraiment piquer peut-être, il s'est pas rendu compte. Mais... Non, mais je suis d'accord. Tu as tout à fait raison. Il y a plein de gens qui ont le droit de se servir de clés USB. Mais le gars, il a des données confidentielles
stocké, il est stock sur une clé USB. On est en 2024, stock-là Ouais. dans le cloud. Mais Enfin, oui, je sais pas, ça te donne un moyen supplémentaire de te faire piquer quelque chose. mais Tu ça vois me ce que je veux dire? les gens qui sont dans le train et qui laissent leur ordinateur ouvert, déverrouillé et qui vont faire pipi et qui laissent ça comme ça, quoi. Mais les Ouais. mecs, ils sont fous. Ils lisent pas les journaux, ils savent pas que. Et il paraît qu'il y en a même, notamment, tu sais, sur le Thalys, c'est-à-dire c'est le train entre la France et la Belgique. Donc t'as c'est le canal politico C'est l'Europe qui se industriel, promène, quoi. là, ouais. Ouais, c'est l'Europe qui se promène, donc t'as de tout. Mais ce train doit être bourré d'espions. Mais bien Ben oui, sûr, ben oui. évidemment. Et t'as des mecs totalement au mépris de Ouais. base. Donc c'est quand même un problème de sensibilisation au cyber dans les entreprises. Hein. Mais je voulais revenir juste faire un clin d'œil à votre méga attaque, là, c'est de France Travail. France Travail, ouais. Oui. Moi, ce que je trouve, puis ça, c'est très pernicieux, dans des méga attaques comme ça, le problème, il n'est pas la semaine prochaine, puis le mois prochain, ça va être dans 4 ans, dans 5 ans, quand les gens qui possèdent cette base de données-là vont se remettre à contacter les gens. Oh là 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 Et là. là, avec les informations qui sont vraies à leur sujet, en disant bonjour, je suis de France Travail, je voudrais vérifier votre dossier, ou je suis de telle organisation. Ils vont avoir le nom, ils vont avoir les détails, l'adresse, le numéro de téléphone, des informations personnelles. Et là, Ouais. les gens vont être bernés parce que 5 ans plus tard, on n'y pense plus à cette attaque-là. Évidemment. Et c'est ça où je trouve ça dommage. Puis, et les médias en général, ben, nous, à l'occasion, on fait on rappelle ce sujet-là, mais les médias en général ne font pas ce travail-là de rappeler Mhm. aux gens que dans 4 ans, dans 5 ans, ben, faites attention. Tu sais. C'est pas C'est tous vrai. ces gens-là qui vont se mettre à déménager pour changer leur information personnelle. Mais non, mais dans 4 ou 5 ans, on sera tous devenus hyper prudents et on Ah aura oui. tous des filtres qui détecteront automatiquement toutes ces choses-là. Et il y aura Bon, plus les de amis, pieds. on va bientôt se quitter. Et donc, je voulais vous demander un peu votre coup de cœur tech du moment. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui vous a vraiment procuré du plaisir pendant ce mois de mars? Ah, moi, je vais commencer. Là. Une Non. côte de bœuf? Non, mais on n'a pas le droit, ça, c'est pas Pas possible. de bœuf, mais bon, c'est pas réellement. Mais C'est pas très tech. Non, mais Non, attends. Une côte de bœuf synthétique. Ah oui. Alors ça, je te laisserai la goûter en premier, Bruno. OK. D'accord. Ah, c'est méchant, mais bon, j'ai compris. Non, mais c'est toi qui Bruno. parlais de la côte de bœuf, c'est pas moi. Tu sais. Toi qui es vegan. Ouais. Ouais. Non, moi, je voulais dire, et là, je vais paraître, je connais pas votre expression, mais moi, mon coup de cœur du mois, j'allais dire du mois passé, mais encore de ce Ouais. mois-ci, c'est le grand débrief. Oh, C'est cette rencontre, non, c'est cette rencontre qu'on fait à 3 parce que j'ai eu tellement génial. de commentaires que j'ai lus de la part de gens, les gens ont adoré ça. Ah, Il y avait les gens qui étaient heureux de vous réentendre tous les deux, là, mais de mon côté, il y avait des gens qui vous découvraient tous les deux, et puis ils aiment bien la magie des 3, puis moi, très égoïstement, d'avoir ce moment-là de débrief mensuel avec vous, c'est pas banal, moi, j'ai hâte à tous les mois. Ouais, c'est vrai que c'est notre récré, hein, sincèrement. Ouais. On a la chance de pouvoir aimer ce qu'on fait. Le fait de se retrouver tous les trois, c'est un vrai bonheur. Ça, c'est Ah, clair. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'était ça. Tu as raison, c'est super. Et j'en profite pour vous remercier d'être là, encore une fois. François, tu nous montres à la caméra. Ça, c'est ton coup de cœur du mois de mars, alors. Oui, alors c'est pas nouveau, parce que buzz, non c'est le Quest 3, tu sais, qui est sorti fin d'année dernière. Ouais. Et j'ai réussi enfin à en choper un quelque part. Oh, bravo. Et parce que j'étais très, très impatient de pouvoir le tester. Parce que, évidemment, on est dans une logique où Apple Vision Pro, etc. Et je voulais voir un petit peu quel était l'état de l'art du casque de Meta par rapport à celui d'Apple. Alors, bien sûr, on ne Zuckerberg joue pas dans la même course, c'est pas le même prix. Disons Celui-ci est beaucoup moins perfectionné. On va dire les lentilles qu'il y a à l'intérieur, en tout cas les écrans qu'il y a à l'intérieur, c'est pas de la 4K, etc. Mais bon, il coûte 500 et quelques euros, donc c'est pas le même prix, si tu veux. Et moi, je trouve que Meta a fait un très très bon produit avec ce Meta Quest 3, parce que déjà, il est plus léger. Il y a vraiment une progression par rapport au précédent. Ouais. Par rapport Ah au- oui. Ouais. Oui, en fait, tout est un peu mieux. Tout n'est pas beaucoup mieux, mais tout est un peu mieux,
tu vois. La qualité des écrans est meilleure, donc tu as vraiment une immersion et tu vois encore moins les pixels. Le switch AR-VR, tu sais, là est vraiment de bonne qualité parce qu'ils ont mis, et tu le vois là, je sais pas si vous les voyez, hop, les petites caméras. Ouais, On les voit bien, hein. Enfin, regardez cette vidéo, bien sûr. Voilà, si vous regardez la vidéo, si vous voulez sur le masque, il y a des caméras, et ces caméras sont de meilleure qualité que les précédentes, que du Quest 2 qui était dégueulasse, c'était en noir et blanc et tout, c'était vraiment pas bon. Là, c'est vraiment en couleur. On est en couleur. On a vraiment la même sensation qu'avec le Vision Pro, c'est-à-dire que tu vois, moi j'avais le masque, à un moment j'ai pris mon téléphone, j'ai pu manipuler mon téléphone avec le masque, ça marchait sans aucun problème. Et puis après, le mix, si tu veux, AR/VR est plutôt bien fait. Il y a des effets de transparence qui sont plutôt jolis. Et puis c'est surtout l'écosystème de Meta qui est excellent. Ils ont beaucoup d'applications, beaucoup de jeux. Ils testent plein de choses. Alors il y a des trucs nuls, mais des trucs bien. Il y a des trucs très beaux, des trucs moches. Mais au moins, on voit que ça, tu vois, ça avance, ça fourmille. Et je me dis que voilà, Meta est en train peut-être d'investir tout cet argent, pas fonds perdus. Ils sont en train de monter un écosystème et c'est intéressant. Voilà. Super. Non, mais écoute, franchement, ça donne envie. Et moi, j'ai joué moi, j'ai 2-3 jeux. Tu vois, il y a Beat Saber qui est excellent, mais bon, qui était très bon sur le Quest 2, qui est voilà. C'est encore mieux. Ouais. Ben oui, parce que tu gagnes en qualité d'image, etc. Le son est très bon aussi. Et puis il y a le ping-pong. Ce jeu est incroyable. Il y a un jeu de ping-pong là-dessus, mais c'est incroyable, vraiment. Est-ce que ça prend une vraie table sur laquelle tu joues virtuellement? Mais je te jure, Bruno, c'est fou le réalisme de ce jeu de ping-pong. Tu chauffes ton masque, tu as tes manettes. Et tu te retrouves dans une espèce de salle avec une vraie table de ping-pong. Tu peux jouer soit avec un robot, soit avec quelqu'un à distance, tu vois. Donc on pourrait tous les deux se faire une partie de ping-pong. Et t'as le geste de la raquette. Tu peux faire des lifts. Tu sers comme si tu servais avec le ping-pong, avec une vraie table de ping-pong. Tu peux discuter avec la personne qui est en face de toi. Voilà, et puis tu peux charrier la personne qui est en face de toi. Oh, wow. En fait, tu gardes tout l'aspect social qui est hyper important dans le ping-pong et la qualité du jeu, vraiment très bien. Il faut que tu t'en procures un, Bruno, pour qu'on puisse jouer au ping-pong. Là, c'est ce que je suis en train de me dire. Hein. Mais sinon, si vous passez à Montréal, j'ai une table de ping-pong juste à côté de mon bureau. Ah bon? Ouais, mais il faut qu'on vienne à Montréal quand même. Accessoirement. À Montréal. Moi, j'aimerais bien, il faut qu'on vienne un jour. Hein. Alors moi, je suis déjà allé chez Bruno. Mais je sais. Et, il a déménagé, donc il faut que j'aille voir ta nouvelle maison maintenant. Vous êtes dans notre intimité, en fait. Tellement, mission, hein. Merci, François. Et c'est marrant parce que toi, c'est quoi ton coup? Je suis venu 2-3 fois chez toi. À chaque fois, je l'ai vu sur la table du salon, mais je l'ai pas essayé. Donc, j'espère que la prochaine fois que je viens, tu me le fais essayer. Évidemment, mais je vais même te le prêter, comme ça tu pourras tranquillement le tester. Voilà, on va faire. Mais Jérôme, c'est quoi toi ton coup de cœur du mois? Eh ben, écoute, moi, mon coup de cœur, il est, c'est de l'IA. C'est un ensemble de trucs. Et d'ailleurs, j'avais fait un épisode spécial de Monde Numérique là-dessus. J'ai testé des clones virtuels. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, c'est des personnages qui sont des reproductions de personnages connus ou pas d'ailleurs, mais qui sont en réalité des chatbots, des IA génératives. Et par exemple, j'ai discuté avec Elon Musk. Donc, j'ai chatté avec Elon Musk. Je lui ai posé des questions sur sa vie, sa famille, sa vision du monde, de la politique. C'était en texte ou c'était vocal? C'était du texte, mais il y a notamment. Alors, on trouve ça sur des sites qui sont par exemple character.ai, delphi.ai, coachvox.ai, et sur delphi.ai ou sur Character, je sais plus, l'un des deux. Tu as une option, je crois que c'est Delphi, tu as une option vocale et en mode gratuit, tu peux téléphoner à des philosophes grecs. Donc, j'ai téléphoné au philosophe Épicure. Je sais pas si goût-il. Est-ce qu'il va bien? Il va bien? Siècle. Et je lui ai demandé, voilà. Et donc, j'ai trouvé ça sympa. Alors, ça fait marrer, comme ça fait rigoler et tout. Mais surtout,
derrière ça, je me suis dit, ouais, mais en fait, 1, il y a un business. 2, il y a un vrai intérêt. 3, il y a plein de problèmes qui vont se poser. Parce que c'est des sujets qu'on a déjà abordés. On en avait parlé, je crois que c'était dans le premier grand débrief. On se disait le fait de dialoguer avec une IA. Est-ce qu'on va pas devenir fou? Est-ce que les gamins qui vont passer des heures là-dessus vont pas avoir une dissonance cognitive, pour employer des grands mots, plus savoir ce qui est réel, virtuel et tout? C'est vrai, c'est le problème qui se pose. Mais il faut pas voir que le côté négatif, il faut voir le côté positif. Discuter avec Elon Musk, ça peut avoir un intérêt limité. En revanche, il y a, par exemple, notamment sur CoachVox, tu peux dialoguer avec un investisseur de start-up. C'est intéressant si tu montes une start-up, d'avoir son feedback. Travailler son dossier, ben oui. Ouais. Tu peux discuter, je crois qu'il y a un coach sportif, il y en a un pour t'apprendre à la prise de parole en direct, il y a plein de thèmes comme ça. Et j'ai découvert depuis d'autres sites qui proposent ça. Donc il y a un vrai marché qui est en train de se mettre en place de coaching sportif. Par exemple, moi, je vais voir une nutritionniste, mais je rêverais de pouvoir, quel est son double, son clone virtuel. Pour que tu lui poses des questions à 3h du mat, quoi. Exactement, que je puisse lui poser des questions à 3h du mat. Est-ce que je peux manger mon 3e cookie? Voilà, tandis que là, aujourd'hui, si tu veux, j'envoie des mails, elle leur répond 8 jours après, elle est bordée, elle peut pas, et tout. Donc, je vais lui soumettre l'idée. D'ailleurs, je vais dire, il vous faut votre clone virtuel. Parce que derrière, il y a du business. Si tu as un vrai savoir-faire, tu vois, tu doubles ta personnalité, ton expertise, et tu doubles tes revenus aussi. Et tu peux rendre un vrai service. Donc, ça m'a fasciné, ce truc-là, à la fois pour les effets pervers qu'on peut imaginer, et aussi pour tout l'apport nouveau que ça va rapporter. Et si tu plugues ça, pardon Bruno, imagine ça couplé avec demain le métaverse de Meta ou le Vision Pro d'Apple, etc. Ben voilà, on est dans le 22e siècle. Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant sur le papier, Jérôme, ce que tu dis, mais tu prends le cas de ta nutritionniste, ok, mais t'imagines le travail qu'il faut pour qu'elle puisse créer son double numérique, son jumeau numérique. Bien sûr, donc là, c'est à elle de voir. Parce que si toi, tu lui poses une question et que sa réponse n'est pas la même que ce qu'elle t'aurait dit, ça n'a pas de sens, en fait. Et il faut... Non, mais ça, c'est toute la problématique. Et je sais même pas si on peut arriver à nourrir une IA de toute la culture, de tout ton savoir professionnel, pour qu'il soit, si tu veux, au plus près de ce que tu es, toi. Si aujourd'hui tu fais du fine-tuning sur des modèles d'IA pour vraiment que les réponses soient circonscrites à ton expertise, ton univers, tes data à toi, c'est ce que font de plus en plus d'entreprises. Oui, mais tu prends le cas de la nutritionniste, encore une fois, tu as autant de menus que de nutritionnistes, tu le sais très bien. Il y en a une qui va dire il faut manger de la viande, l'autre elle va te dire non, il faut manger que des légumes, il y en a une autre qui va te dire c'est plutôt le matin, l'autre c'est le soir, et elles sont jamais d'accord en plus. Ces gens-là ne sont jamais d'accord entre eux, tu vois. Donc t'imagines pour avoir une IA qui ressemble vraiment à ta posture, pour que ce soit vraiment la même, qu'elle ne vienne pas contredire en fait ce que tu as dit lors d'une vraie consultation. Ça doit être chaud hein, quand même. Hein. Non, mais parce que là... Ouais, pardon, Bruno. Non, mais j'allais dire, souvenez-vous ce qui est arrivé il n'y a pas tellement longtemps. Je le racontais, je pense, chez Jérôme, avec un client d'Air Canada qui consulte un chatbot sur le site du transporteur aérien et il se fait donner une information. Par la suite, Air Canada reconnaît pas l'information qui a été donnée par le robot conversationnel. Ça se termine en cours et même l'avocat d'Air Canada qui dit, nous, on n'est pas responsable de ce que le robot conversationnel dit. Je m'excuse, mais moi, j'ai été consulter le chatbot de la nutritionniste en question. Et puis, si elle nous donne une information erronée, on a des problèmes. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas que c'est simple, etc. Non, mais le service de première ligne, moi, je trouve ça intéressant. Ouais, ça ouvre des perspectives vraiment hyper prometteuses. Et Jérôme, pour faire un bond sur ce que tu disais, moi, je te fais penser à un truc que j'avais fait il y a 1 an et demi où j'avais proposé une entrevue avec Steve Jobs en français. Oui, je me souviens très bien. C'était le même principe, hein? Exactement. C'était ça, là. Non, pour des gens qui sont en création, c'est assez intéressant. Et pour des utilisations, en guillemets, professionnelles de conseils. Tout à fait. Ouais. Bon, on va s'arrêter là-dessus et ça ouvre plein de champs de réflexion. Voilà, pour le mois prochain. Ça va vous plonger dans un abîme de réflexion. Merci beaucoup, les amis. Attendez, juste avant de partir. François, Bruno et Jérôme, on s'en fait un petit coup.
Ils font un podcast de ouf sur l'actualité du numérique. Voilà, c'est la fin du grand débrief. Ce sera notre générique. Je vous fais le mixage en direct. Là. Merci beaucoup, François Sorel, qu'on retrouve tous les soirs dans Tech & Co sur BFM Business et sur la chaîne Tech & Co. Et Bruno Guglielminetti qu'on retrouve toutes les semaines dans Mon Carnet. Là, c'est mal mixé, hein, mon lapin. Hein. On t'entend presque pas. Il y a la chanteuse qui gueule, là. C'est pas bon. Hein. Ouais, ça y est, je coupe. J'aime bien quand il m'appelle mon lapin, parce qu'il m'appelle mon lapin en vrai. Mais Ah oui, c'est vrai. comme ça, à l'antenne. C'est drôle. Moi, je l'appelle mon canard. Vous savez tout. ouais. Merci beaucoup. Et Bruno dans Mon Carnet chaque jeudi, et puis aussi dans Monde Numérique, puisqu'on dans le débrief hebdo. Voilà. Merci beaucoup, et je vous dis au mois prochain, les amis. Bye bye. Salut. Salut, bye bye. À très vite. Et ben voilà. Est-ce que tu joues avec le curseur sur...